Bonsoir à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons étudier le cas d'Alessandro Costa della Spinosa. Lorsque ce jeune homme a été placé dans nos services, il souffrait d'une forme délirante d'hypocondrie, doublée de paranoïa. Pour être plus précise, il avait tous les symptômes du syndrome de Cotard. Afin de mieux comprendre cette personne, et donc de la soigner de la manière la plus adaptée, nous lui avons demandé de nous raconter son histoire sous forme d'un carnet de bord ou d'un journal intime. Nous avions pris bien soin de ne pas le contrarier dans son délire. Le braquer n'aurait fait qu'accentuer sa paranoïa. Lorsqu'il fut rassuré, il accepta. Je vais donc vous soumettre quelques extraits parmi les plus intéressants. Mardi 21 janvier. Je viens de fêter mon 23e anniversaire. Mes amis m'ont emmené faire un tour en ville. J'en ai profité pour m'acheter de nouvelles fringues. Ce soir, c'est la fête. Après le shopping, on s'arrête dans un fast-food. C'est un nouveau genre, qui ne vend que des produits de la mer, des poissons ou des fruits de mer. L'idée est bonne, mais après avoir fini d'ingérer les aliments, je me sens nauséeux. Probablement un produit pas frais. J'espère me tromper, et que ça ne m'empêchera pas de sortir ce soir. Comme prévu, on est allé au Blue Night. C'est là que j'ai rencontré Jacek, très séduisant, et j'ai été surpris quand il est venu vers moi. Il est très charismatique. Il a des cheveux mi-longs bruns et des yeux verts. Il a le regard perçant des gens sur deux. Il m'a demandé ce que je voulais boire. J'ai pris un Blue Lagoon. Il me draguait et m'a proposé d'aller dans un endroit plus calme pour pouvoir parler et faire connaissance. Il disait aimer mon charme méditerranéen. Il a payé nos boissons et nous sommes sortis devant la boîte. Le ciel était dégagé. Les étoiles luisaient tellement que je m'en souviens. Ça avait l'air paranormal. En parlant, nous nous sommes rendus compte que nous avions beaucoup de goûts en commun. Ça allait des hobbies, tels que le cinéma ou les jeux vidéo, à des choses plus fondamentales, comme la nourriture, ou ce que nous cherchions chez un partenaire. Nous sommes allés danser, après plus d'une heure à discuter. Un de mes amis était même sorti pour s'assurer que j'allais bien. J'avais répondu par un clin d'œil. Il a compris directement. Juste avant que je parte, il m'a tendu une carte de visite avec son nom et son numéro de téléphone. J'étais dans mon lit. Je triturais la carte dans tous les sens. Jacek Prawzowski, portraitiste, suivi de son 06. J'avais tellement envie de le revoir. Un véritable envoûtement. Je me suis endormie avec l'image de ses traits fins et réguliers. Jeudi 23 janvier. Je viens de téléphoner à Jacek. Je ne lui ai pas dit qui j'étais directement. Je lui ai dit que je téléphonais pour faire peindre un portrait. Il m'a pourtant reconnu et m'a dit qu'il attendait cet appel. Je souris machinalement, bien qu'il ne pouvait pas me voir. Il semblait ravi de me peindre. Il m'invita à son atelier. Il m'expliqua comment poser et me demanda s'il pouvait commencer directement. J'ai acquiescé. Mais que c'est long! Heureusement que je pouvais profiter de la vue et regarder Jacek pendant qu'il faisait son tableau. Ses gestes étaient précis, tantôt lents et délicats, tantôt secs et rapides. Je trouvais la façon dont il mordillait le pinceau tout à fait séduisante. La nacre de ses dents brillait sous la lumière artificielle. J'aurais aimé devenir sa muse. Non, je voulais plus que ça. Les muses ne sont que des amusements passagers. Moi, je voulais être unique et pas un amour fugace. C'est vrai que pendant ces rêveries, je m'imaginais déjà mariée avec lui. Maintenant que je l'écris, c'était pas ma façon de voir la vie. Je comprends plus les réactions qu'il suscitait chez moi. Peut-être l'ennui de la séance de pause. Du moins, je l'espère. Jeudi 30 janvier,
Ça fait une semaine que Jacek a commencé son tableau. Il refuse toujours obstinément que je regarde ce qu'il a fait jusqu'à présent. Il prétexte qu'un travail ne peut être apprécié que lorsqu'il est fini. Il m'a expliqué qu'un travail inabouti met en avant les défauts. Je suis content d'aller voir Jacek, mais poser est de plus en plus désagréable. Mon sourire ressemble de plus en plus à une moue désapprobatrice. Vendredi 31 janvier. Je suis encore assoupi lorsque mon téléphone sonne. C'est Jacek. Je décroche avec précipitation, manquant d'envoyer l'appareil à l'autre bout de la pièce. Il veut me voir, mais pas pour poser. J'accepte avec plaisir. Le voir en dehors de son atelier. Enfin! J'ai cru qu'il ne me proposerait jamais. Nous nous attablons à une terrasse chauffée. En écrivant, je me rends compte que Jacek n'aime guère la foule. Nous regardons la carte, silencieux. Après que nous avons passé commande, Jacek brise le silence. Il dit être heureux que j'ai accepté son invitation. Il dit qu'il doit m'avouer quelque chose. Ça m'a rendu nerveux. Je m'attendais au pire. Il explique qu'il avait fini le tableau il y a déjà 3 jours, mais qu'il voulait continuer de me voir. J'étais soulagée, ce n'était que ça. Ok, il avait menti, mais sur le coup, je trouvais ça très séduisant. Même s'il avait manqué d'honnêteté, je pouvais pas lui en vouloir. Qu'aurais-je fait à sa place? Mardi 3 mars. Je vois Jacek tous les soirs à présent. Dès que nous avons fini notre journée de travail, nous nous retrouvons soit chez moi, soit chez lui. Nous avons une relation tellement pleine. Elle est charnelle, mais aussi spirituelle. Je me sens connectée à lui. Lorsque nos corps s'unissent, j'ai l'impression que nous ne formons plus qu'un seul être, doté d'une seule âme. Je ne vois pas le temps passer quand je suis avec lui. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Parfois, j'ai une étrange impression d'irréel. Samedi 25 juin. Cela fait plus de 5 mois que j'ai rencontré Jacek. J'ai l'impression que c'était hier. Je sais, ça fait cliché. Mais je n'ai vraiment pas l'impression que ça dure depuis si longtemps. Je pense que je suis heureux. Ce soir-là, je profite que nous sommes chez moi. J'ai disposé des objets qui rappellent le temps passé ensemble, à divers endroits de l'appart. Et dans la chambre, sur les oreillers, j'ai disposé un message en lettres dorées sur fond noir. Je me suis entraînée pour que la calligraphie des mots soit impeccable. J'obtiens l'effet souhaité. Jacek se remémore tout. Il parle même de détails que j'avais oubliés jusqu'à ce qu'il le dise. Il rigole et trouve ce jeu très amusant. Mais pour moi, c'est plus qu'un jeu. Je trépigne d'impatience. Je veux tellement qu'il voie le papier dans la chambre. Après le repas, je lui propose un massage intégral et lui dis de m'attendre sur le lit pendant que je vais chercher de l'huile à la salle de bain. C'est tellement silencieux. Oh, j'espère qu'il va pas se moquer. Ou pire, si ça l'avait choqué. Je me suis dirigée vers la chambre. Il était assis sur le lit et tenait le papier, sur lequel on pouvait lire « Veux-tu venir vivre avec moi ?» Il me fixait et me répondit « Non ». J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Mais il m'a saisi par les épaules et m'a serré très fort en ajoutant « Je veux que ce soit toi qui viennes vivre chez moi. La maison m'appartient, et puis il y a mon atelier. » Il y a essuyé mes yeux en me traitant de bêta. Puis, il m'a serré très fort, tellement fort que j'ai cru que mon cœur allait exploser. Mercredi 5 août. J'ai l'impression que Jacek s'éloigne de moi. Je le vois inviter de nombreux éphèbes dans son atelier. Il dit que c'est pour son art, que ce ne sont que des modèles. Mais moi aussi j'ai été son modèle.
Il refuse que j'aille dans son atelier quand il travaille. Il prétend que ma beauté ténébreuse le déconcentre. Il a beau me complimenter, j'ai quand même les soupçons. Il me cache quelque chose. C'est évident. La nuit, je fais des cauchemars. Ils sont violents. Je me dispute avec mon conjoint, puis nous en venons aux mains. Je le frappe, avec une rage que je ne me connais pas. Je me fais peur. Mardi 18 août. C'est l'anniversaire de Jacek. Il a 30 ans. Malgré son aspect juvénile, je sais qu'il a pas mal de vécu derrière lui. J'ai le cœur serré. Mais je ne veux pas partager mes doutes avec lui. Pas sans preuve. Je fais bonne figure et lui offre mon cadeau. Un recueil d'anatomie pour les peintres. Chaque muscle, chaque organe, chaque mouvement y est détaillé avec précision. Il est enchanté. Je suis heureux qu'il ait apprécié. L'ambiance de la soirée est excellente. J'oublie ce qui me tracassait à peine il y a quelques heures. Je rigole avec les amis de la famille lorsque, tout à coup, Jacek pose un genou par terre et me fait une demande en mariage. Tous les regards sont rivés sur moi. Pour je ne sais quelle raison, j'hésite. Comme si inconsciemment je sentais que quelque chose clochait. Mais je finis par dire oui. Jacek me passe l'anneau, puis m'étreint. J'entends son cœur battre. Le bruit régulier m'apaise. Mes doutes disparaissent. Une fois tout le monde parti, nous faisons l'amour. Je ressens l'intensité des débuts. Je m'endors dans les bras de mon amant. Mercredi 19 août. Je me réveille assez tard. Je suis en congé, donc j'en ai profité pour faire la grasse matinée. Jacek m'a laissé un mot sur le frigo. Je regarde machinalement le journal du matin qui est sur la table, à côté du thermos de café. Ah, toujours des mauvaises nouvelles. Mon regard s'arrête sur 2 photos, 2 jeunes hommes, plutôt pas mal. C'est une affaire de disparition. Les 2 habitaient dans la même ville que nous. L'un d'entre eux me ressemble un peu d'ailleurs. Mais il a les lèvres plus charnues et le regard légèrement plus tombant. Lorsque mon époux est rentré, je lui demande si je peux admirer ses dernières œuvres, car je n'en ai plus vu depuis des mois. Il répond qu'il n'y voit pas d'inconvénient puisqu'il vient de terminer son dernier tableau. Aucun risque que je voie une toile inachevée. Mon regard se pose d'abord sur des peintures vives, représentant des hommes et des femmes en train de danser, avec des vêtements somptueux. Mais, au fur et à mesure que mes yeux parcourent l'atelier, le ton des scènes change. Un triptyque semble avoir pour thème la tristesse et le deuil. Un dessin au pastel montre des malades de la peste, de la lèpre et autres maladies hideuses. La dernière série que je regarde représente des corps jeunes et sveltes qui sont démembrés, éviscérés, sanglants. Je suis à la fois choquée et paniquée, mais aussi curieusement fascinée. Le sujet est horrible, mais la technique est sublime. L'harmonie et le choix des couleurs sont parfaits. Les mouvements fluides, l'hideur et la beauté unis en une nouvelle forme. Jacek rit de me voir bouche béante et le regard tantôt écœuré, tantôt captivé. Il m'explique qu'il a été inspiré par les faits divers de ces 2 derniers mois. Pour la précision des blessures et des mouvements, il a utilisé le cadeau que je lui ai offert hier. Nous parlons d'art, de critique, de polémique, de censure pendant plusieurs heures. Nous décidons d'aller manger en ville. Nous avons tous les 2 envie d'un resto japonais, très cosy, à quelques mètres de la maison. Jeudi 20 août. Je me réveille difficilement. Je suis emplie de fatigue. J'ai fait un rêve atroce. Jacek debout, au milieu de corps hurlants et couvert d'un liquide grenat. Tous souriaient d'un rictus malsain.
Les yeux de l'homme que j'aime brillent froidement dans la semi-obscurité ambiante. Je me dirige à grand-peine vers la cuisine. Mon compagnon est assis à table, une tasse de café brûlant à la main. Je décide de ne pas lui parler de mon rêve. Je hoche la tête lorsqu'il me demande si j'ai bien dormi. Il me trouve une mine atroce. Je vais à la salle de bain afin d'améliorer un peu mon teint avec une bonne douche bien chaude. Au bureau, je peine à traiter mes dossiers. À l'heure de midi, je somnole. Les rêves et les peintures glauques se mêlent dans mes pensées. Après ma journée de travail, je vais directement dans la chambre. Je me déshabille et m'installe confortablement dans l'unique fauteuil de la pièce. Je mets un CD de relaxation. Il faut que je fasse passer ces images funestes. Je m'endors avant même le retour de mon mari. Vendredi 28 août. Je me réveille au beau milieu de la nuit. Je suis en sueur. Je viens de rêver que Yatsek enfonçait ses mains dans mon ventre avant de les ressortir en tenant mon pancréas. Instinctivement, je mets la main sur mon abdomen. J'ai terriblement mal. J'allume ma lampe de chevet. J'ai du sang sur les mains. Et mon pyjama est également maculé. Je crie, je panique. Je lève la blouse. Rien. Il n'y a pas de blessure. Mon mari n'a même pas remarqué mon agitation. C'est boule qui est, sans doute. Je cours à la salle de bain. Je n'ai aucune blessure. J'examine tous mes orifices pour tenter de trouver d'où vient le sang. Rien. Je suis perdue. Je ne sais pas quoi faire. Je réveille mon conjoint, il me regarde et me dit que j'avais probablement renversé quelque chose avant de dormir sans faire attention. J'insiste sur le fait que c'est du sang. Il ne croit pas. Arguant que vu qu'aucun de nous deux n'est blessé, c'est impossible. Il me caresse les cheveux, tente de me rassurer du mieux qu'il peut. Finalement, la fatigue l'emporte. Au matin, je sonne chez mon médecin. Une fois à son cabinet, je lui raconte tout. Il avance la même théorie qu'Yatsek. Je m'insurge, réclamant des examens. Il était impossible de tirer quelconque conclusion sans ça. Il accepte de me faire une palpation de l'abdomen. Il dit qu'il ne sent rien d'anormal. Je me résigne et rentre à la maison. Lundi 31 août. J'en ai marre de faire ce cauchemar où je me fais arracher le pancréas. Yatsek a laissé la gazette sur la table. Peut-être que lire les nouvelles me changera les idées. Oh non, encore des disparus. Je connais les deux jeunes hommes qui sont en photo sur la une. Je me souviens plus où je les ai vus. Peu importe, ce qui m'inquiète le plus, c'est mon pancréas. S'il n'est plus là, vais-je tomber malade? Cette pensée m'obsède depuis plusieurs jours. À quoi ça sert, le pancréas? Mais j'ose pas aller voir sur internet. J'ai de plus en plus peur de dormir. Mardi 15 septembre. Et dire que je commençais à oublier le cauchemar du pancréas. Cette nuit, tout a recommencé. Ce cauchemar, tellement terrifiant. Mais cette fois, les mains étaient enfoncées dans mon dos pour me retirer un rein. De nouveau, il y avait du sang sur le t-shirt, pile à l'emplacement où j'avais mal, l'endroit où se trouvait mon rein gauche. J'ai pas attendu le matin, j'ai sonné à mon médecin traitant, qui décrocha avec une voix ensommeillée. Je lui raconte tout. Encore. Il ne croit pas. Il me dit que c'était qu'un cauchemar, que personne ne peut arracher les organes sans chirurgie. Devant mon insistance, il me donne un rendez-vous le lendemain. Je suis tellement inquiet que j'arrive en avance. Il me reçoit pile à l'heure prévue. Il me répète ce qu'il m'a expliqué au téléphone. Je maintiens que mon rein a été enlevé. Du coup, pour me rassurer, il change d'approche. Il me montre des articles sur les gens vivant avec un seul rein. Il me dit que si j'ai raison, ce n'est pas bien grave. Il me prescrit des anxiolytiques et me conseille un suivi psychologique pour en parler.
Mercredi 16 septembre. Je suis dans un état de tension immense, à tel point que j'ai renversé la soupière sur la tête de mon mari pour une réflexion sur son goût. Aujourd'hui, je passe une radio et un IRM. En sortant, j'entends une conversation intrigante entre les techniciens d'imagerie médicale. Ils parlent d'une chose qu'ils n'avaient jamais vue avant, une anomalie étrange, qu'il faudrait recommencer la prise d'image pour être certain du diagnostic. Je tente de me rapprocher discrètement. Juste avant qu'ils me repèrent et partent, j'entends le mot disparition. Je suis certain qu'ils parlaient de moi. Je veux savoir, mais on me remballe. Je me demande ce que dira mon médecin maintenant. Il pourra plus dire que c'est dans ma tête. Vendredi 18 septembre. J'ai téléphoné chez le médecin. Je dois passer dans l'après-midi pour les résultats. J'ai encore fait des cauchemars. Dans tous, Yatsek est une étrange créature démoniaque. Je ne le supporte plus. Je le regarde avec crainte et je suis prêt à lui bondir dessus au moindre geste et parole suspecte. C'est pas vrai, c'est pas possible. Le médecin m'a dit que je n'avais rien. Du moins, il m'a dit que les clichés étaient trop mauvaise qualité pour en déduire quoi que ce soit. Il refuse de me les montrer. Je suis en rage. Je souffre. Et pourtant, je dois faire face à une incompréhension manifeste. Samedi 19 septembre. Le cauchemar de cette nuit est pire que tous les autres. Yatsek m'a arraché le cœur. Une douleur abdominale me déchire le torse, au moment où je le vois plonger ses mains dans ma poitrine et en ressortir l'organe encore palpitant. Je hurle. Je réussis à me réveiller. La chemise de mon pyjama est gorgée de sang. Je file aux urgences. Je leur explique. Il me semble à un lit et m'ôte le haut de mon pyjama. Il y a beaucoup de sang, mais pas de blessure. Il me faut une piqûre. Je me réveille dans le service psychiatrique. Je n'arrive pas à leur faire comprendre que ma place n'est pas ici. Je dois recevoir des soins d'urgence. On m'a volé mon cœur. Ils ne veulent rien entendre. Je n'ai plus de cœur. On m'a volé mes organes. Le chef du service m'a demandé d'écrire comment j'avais perdu mon cœur et les autres organes que j'ai mentionnés. Je l'ai fait. Il faut qu'il me croie. J'ai besoin de greffe, en urgence. Je veux voir mon dossier. Je suis sûre qu'il me mente. Je sens plus mon cœur, c'est bien la preuve qu'il est plus là. Le chef me croira. Il me l'a dit. Il m'a promis de se pencher sur mon dossier. Il va leur prouver que j'ai raison. Le récit d'Alessandro continue encore sur de nombreuses pages. Il est tantôt anxieux sur la perte supposée de ses organes, tantôt paranoïaque par rapport au corps médical, qu'il juge parfois incompétent, parfois menteur. Il s'agit bien évidemment du syndrome de Cotard, syndrome délirant dans lequel le patient est persuadé d'avoir des organes absents, voire même parfois d'être déjà mort. Il arrive que les symptômes apparaissent à la suite d'un traumatisme fort. Dans ce cas précis, il est probable qu'il était au courant des abominations causées par son conjoint, d'où le fantasme du monstre. La symbolique du cœur me paraît d'ailleurs très significative de cela. Pour ce qui est de son dossier, je l'ai consulté malheureusement. Les imageries n'ont pas pu lui être montrées. En effet, leur qualité douteuse aurait renforcé son trouble, car l'endroit où se trouve l'organe est entièrement flou. Dans son esprit troublé, il s'agirait d'une preuve de son absence.